Le vice-président américain durcit encore le ton face à la Corée du Nord. Mike Pence prévient que Washington et Séoul ne toléreront pas d'autres essais nucléaires de la part de Pyongyang. Le numéro 2 de l'administration Trump, qui poursuit sa tournée en Corée du Sud, affirme que les États-Unis espèrent parvenir à la paix par la négociation, mais ajoute que l'ère de la patience stratégique est terminée. Philippe Leblanc est à Washington. Philippe, Mike Pence lance donc un nouvel avertissement au régime de Kim Jong-un. Oui, et en terminant, en Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May vient tout juste d'annoncer la tenue d'élections générales anticipées. Elles auront lieu le 8 juin, selon les médias locaux. Voilà, c'était le Radio-Journal, ici Radio-Canada Première. Vous écoutez Il n'y a pas deux matins pareils sur ici Radio-Canada Première. Le siège de Sarajevo ont démontré, parfois de façon très pénible, l'incapacité d'une politique étrangère commune de l'Union européenne de venir mettre fin à un conflit violent qui était à sa porte. Et c'est évidemment, cette politique, c'est le résultat d'hommes et de femmes qui sont à la tête des différents pays de l'Union. Il y aura en 1995 des élections politiques. Et après ça, il est venu ici à London me rencontrer, puis on a regardé la situation financière. Après ça, il est retourné chez lui, et puis il consulte avec son CA, et puis il consulte avec notre CA, voir c'est quoi les étapes suivantes. Mm-hmm. Donc, l'une des raisons dont vous le disiez tout à l'heure, donc c'est les problèmes financiers. Qu'est-ce qu'il en est justement de cette dette avec Revenu Canada? Black Foot, une dette substantielle avec Revenu Canada, et puis c'est ça, là, faut... Ça fait le procès beaucoup plus facile. Ça fait que je dois pas aller aux États-Unis chaque semaine pour montrer mon talent. Les recruteurs peuvent venir ici pour me voir, et ça donne le procès beaucoup plus facile. Donc, les jeunes ont plus de chances d'être recrutés qu'avant. Oui, et ça, c'est vraiment un changement qu'ont remarqué les entraîneurs à qui j'ai parlé. Si on compare là, aux 5-10 dernières années, il y a de plus en plus d'athlètes qui sont formés. Il y a de plus en plus de programmes de sport-études, de développement sportif pour les jeunes. Vraiment des occasions qui se multiplient. Et c'est rendu monnaie courante pour les recruteurs de venir ici. Ils savent qu'il y a du bon talent en Ontario, dans la grande région de Toronto. Ils sont vraiment reconnus, là, les jeunes, pour leur talent, et pas seulement aux États-Unis, mais ils se démarquent aussi, bien sûr, au Canada, si on compare avec les autres provinces canadiennes. Donc, par exemple, il y a 2 semaines, il y avait cet événement très important, c'était le tournoi BioSteel All-Canadian, et ça a lieu à chaque année. Ça regroupe les 24 meilleurs basketteurs au Canada d'écoles secondaires. Et l'organisateur de l'événement me disait qu'encore une fois, il a pu constater pendant l'événement que l'Ontario vraiment demeure un leader pour la création là, de talents émergents. Mm-hmm. Et il y a aussi le nouveau club école des Raptors en plus qui encourage tout ça. Oui, c'est tout nouveau. Le club école, là, les Raptors 905, qui en est seulement à sa 2e saison. Il y a un Ontarien, Brady Heslip, qui est originaire d'Oakville, parmi les rangs. Et ça, c'est une équipe professionnelle qui peut être une bonne porte d'entrée pour les joueurs qui veulent peut-être poursuivre à la NBA, par exemple. Cette année, par exemple, il y a 2 athlètes qui ont été repêchés par des équipes de la NBA. Et je me suis entretenue avec le directeur général des Raptors 905,